Je me présente, je m'appelle Pierre Kopman, je travaille chez SOS Fin et je suis le co-rédacteur en chef avec François Grenade, ici présent de Île-de-Paix. Il travaille chez Île-de-Paix, de la dernière édition du baromètre des agricultures familiales que nous allons vous présenter aujourd'hui dans ce webinaire. Ce baromètre est intitulé cette année « Créer des savoirs partagés au service de l'agriculture familiale » et ce sera le sujet du jour. Alors, le baromètre, en fait, dans l'invitation, on vous a dit que le baromètre existe depuis 4 ans, il existe depuis 5 ans. Le baromètre existe depuis 2017. L'édition de cette année est donc le cinquième numéro de notre baromètre. Notre publication est une collaboration entre 4 organisations, SOS Fin, Île-de-Paix, Autre-Terre et le Forum rural mondial. Alors, en 2017, après notre premier numéro, nous nous sommes très vite rendus compte que l'informalité de l'agriculture familiale rendait difficile la tenue d'un baromètre au sens premier ou au sens propre. Nous avons donc opté dès la seconde année pour le maintien du titre de la publication, mais pour une approche plutôt thématique, c'est-à-dire que chaque année, plutôt qu'un baromètre au sens propre du terme, nous choisissons d'aborder une thématique en rapport avec l'agriculture familiale. En 2018, nous avons traité de l'agriculture familiale face aux enjeux climatiques. En 2019, nous avons traité de l'agriculture familiale face à des enjeux divers comme la digitalisation, la place des jeunes, le rapport de l'agriculture familiale avec l'urbanité et avec la ville. En 2020, nous avons opté pour l'approche de l'agriculture familiale face aux systèmes alimentaires. Et enfin, cette année, notre baromètre dont nous allons discuter aujourd'hui était donc consacré au savoir partagé au service de l'agriculture familiale. J'aimerais vous présenter les panélistes. Je passerai d'abord la parole à François Grenade, chargé de recherche et de plaidoyer chez Île-de-Paix. Il est le co-rédacteur en chef de notre baromètre, l'auteur de l'article principal qui est intitulé « Agroalimentaire quand la science prend parti » et il nous présentera cet article aujourd'hui. Ensuite, je passerai la parole à Fernando Lopez, qui est un agriculteur familial uruguayen, représentant de la Confédération des organisations de producteurs du Mercosur. Fernando a été interviewé dans la seconde partie de notre baromètre, c'est-à-dire que nous avons une première partie avec l'article principal de François et puis une seconde partie avec des interviews. Et l'article de son interview est intitulé « La recherche participative est essentielle ». Il faut également signaler que Fernando a participé au CFAR, le Forum mondial sur la recherche et l'innovation agricole, initié entre autres par la Banque mondiale et la FAO. Nous en reparlerons, je crois que Fernando nous en reparlera. Ensuite, je passerai la parole à Charlotte Pavageau, manager de programme à la Fondation Biovision à Genève. Charlotte a également été interviewée cette année, donc dans la seconde partie de notre baromètre, et l'article est intitulé « Les obstacles à la recherche sont profondément enracinés ». Je tiens à dire encore que Charlotte est la co-auteure du rapport Money Flows sur le financement de la recherche en agroécologie, dont elle nous parlera également dans sa présentation. Puis, je passerai la parole à Issouf Sanou, qui est le coordonnateur des programmes de la Fédération nationale des organisations paysannes au Burkina Faso, la FENOP. Il nous parlera du sujet du baromètre de cette année au regard de son expérience de terrain au Burkina Faso, notamment dans la culture céréalière. Ensuite, durant une demi-heure, nos panélistes répondront aux questions que vous pourrez communiquer dans le chat.
J'ai deux collègues, Stéphanie du Forum Rural Mondial et Karim de SOS Fin, qui seront là pour collecter vos questions et les restituer aux panélistes. Vous pouvez les écrire en espagnol, c'est Stéphanie qui les gérera, et pour Karim, il gérera les questions écrites en français ou en anglais, si certains désirent écrire également en anglais. Ensuite, pour les conclusions, je passerai la parole à David Gabriel, coordinateur des partenariats Sud chez Autre Terre, et à Benoît de Wagener, coordinateur du service info et plaidoyer chez SOS Fin, qui tireront les conclusions de ce webinaire. Je voudrais vous dire que vous lirez dans notre baromètre également de cette année les interviews des chercheurs Pierre Stassard de l'Université de Liège et de Julie Hermès de l'Université de Louvain, mais ils ne peuvent malheureusement pas nous rejoindre aujourd'hui. Et je ne voudrais pas manquer de vous informer également qu'il y a dans notre baromètre de cette année une interview avec Madame So Mbiang, responsable du suivi et évaluation de la Fédération des ONG du Sénégal. Voilà, sans tarder, je vais passer la parole au premier panéliste, François Grenade, chargé de recherche et de plaidoyer chez Île de Paix. Donc, vous avez écrit un article intitulé « Agroalimentaire quand la science prend parti ». C'est le titre de notre premier article. Est-ce que vous pourriez, François, nous expliquer de quoi il en retourne? Merci, François. Je vous laisse un quart d'heure à 20 minutes. C'est un gros article, donc vous avez un peu de temps pour présenter votre sujet. Bonjour à tous. Merci, Pierre. Donc, je vais juste prendre une seconde pour partager mon écran. Voilà. Et donc, en absence de réaction de votre part, je considère que vous le voyez. Et donc, je vais commencer à présenter donc en effet cet article, ce grand article qui est au cœur de cette nouvelle édition du baromètre des agricultures familiales. Ce qu'on a voulu vraiment explorer dans cette nouvelle édition du baromètre, c'est en effet la question des savoirs. Et finalement, on part du constat que pour créer des systèmes alimentaires durables, il faut échanger et diffuser des savoirs qui sont adaptés à la fois aux défis du XXIe siècle, et donc on pense notamment à l'intégration des défis environnementaux, mais aussi qui répondent véritablement aux besoins des agriculteurs et particulièrement des agricultures familiales qui sont la forme majoritaire d'agriculture dans le monde. Et aussi, ces savoirs, ils doivent être adaptés aux spécificités de chaque territoire. Et donc, on a besoin de connaissances qui sont vraiment adaptées. Et donc, on a besoin de changements aussi dans la manière dont on produit et dont on échange des connaissances. Alors, les connaissances dans les systèmes alimentaires, elles sont multiples. Les connaissances des agriculteurs, déjà, il y a les connaissances qui sont héritées au niveau familial, il y a les connaissances qui sont apprises dans les différents systèmes éducatifs ou via des services d'extension agricole. Au sein des autres échelons, au sein des autres acteurs des systèmes alimentaires, que ce soit les transformateurs, que ce soit en amont de la production agricole, il y a énormément de connaissances aussi qui sont produites, échangées, mises en avant. Et donc, voilà. Et alors, il y a aussi des savoirs qui sont valorisés, et notamment les savoirs scientifiques, donc les savoirs qui sont validés par la méthode scientifique ont souvent une valeur plus importante, mais même au sein de ces savoirs, il y a encore différents échelons et d'autres savoirs tendent à disparaître. Et donc finalement, comment est-ce que finalement ces savoirs sont mis en avant ou sont mis en retrait de l'agenda? Ce qu'on cherche finalement à savoir, ce qu'on sait, c'est que finalement les savoirs échangés, les savoirs diffusés, en fait, ils participent grandement à construire les systèmes alimentaires d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc, quand on parle des freins, des obstacles à la transformation des systèmes alimentaires, on parle beaucoup aussi de la dépendance de sentiers, et donc du fait que on est dans un système où finalement il est très difficile de sortir de ce qu'on nous a appris. Et donc finalement, pour engager une transformation des systèmes alimentaires, il y a aussi un besoin énorme de transformer les savoirs dans les systèmes alimentaires. Et alors, plus particulièrement dans ce baromètre, il y a deux enjeux qu'on analyse
Le premier, c'est celui du pouvoir. Comme finalement, les savoirs influencent fortement les systèmes alimentaires, il y a aussi des rapports de force qui jouent sur la construction et la diffusion de ces savoirs. Il y a des jeux de pouvoir qui permettent en fait d'orienter les systèmes alimentaires. Et alors, le deuxième enjeu qu'on aborde, c'est comment est-ce qu'on peut construire des savoirs qui soient vraiment au service des agricultures familiales. Donc là, il y a différentes choses dont on va vous parler, et les intervenants qui viendront après moi vous pourront vous en dire également plus à ce sujet. Alors, l'article qu'on a rédigé se nomme « Quand la science prend parti ». En fait, on est parti de l'idée qu'aujourd'hui, il y a un consensus de plus en plus large qui nous dit qu'il faut transformer les systèmes alimentaires, de les transformer même profondément. On peut parler par exemple du HLPE, donc le haut panel d'experts qui est lié au Comité pour la sécurité alimentaire mondiale. Donc il y a de nombreux acteurs qui appellent au changement. Mais on voit dans les chiffres, et donc Charlotte en parlera encore un peu mieux que moi juste après, qu'aujourd'hui, la production et la diffusion des savoirs scientifiques, elle reste encore largement au service de la révolution verte, d'une agriculture très spécialisée, de la sélection variétale, d'un focus sur le rendement. Et finalement, on valorise encore aujourd'hui des savoirs qui sont très peu adaptés aux besoins du XXIe siècle et aux besoins d'une transformation de l'agriculture. Donc, on voit par exemple que les investissements dans la sélection variétale ou dans la digitalisation de l'agriculture sont extrêmement plus importants que d'autres aspects des systèmes alimentaires ou des pratiques agronomiques, comme par exemple l'association des cultures, la microbiologie des sols, les fonctions écosystémiques d'un système productif, etc. Donc voilà, tout ça influence évidemment la direction des systèmes alimentaires. Donc, quand on se rend compte de ça, on se pose une première question, c'est finalement, est-ce que la machine qui produit et diffuse les savoirs, et particulièrement les savoirs scientifiques, est-ce qu'elle est neutre ? Et alors finalement, on en revient un peu à des questions de philosophie de la science, mais finalement, la science, elle a comme objectif premier de rechercher la vérité, en fait, de décrire le monde tel qu'il est et pas spécialement comme on voudrait qu'il soit. Donc, on parle en anglais beaucoup de value-free science, donc une science vraiment dénuée de toute valeur. Mais en fait, cette science dénuée de toute valeur, elle n'existe pas vraiment. En fait, nous sommes tous des êtres de croyance, et donc les connaissances, même scientifiques, en fait, sont construites au sein de systèmes de valeurs, au sein de grilles de lecture du monde, qui fait qu'en fait, ces connaissances ne sont jamais qu'une seule facette de la vérité. Et donc, finalement, elles portent intrinsèquement aussi en elles certaines visions, certaines valeurs, et aussi, donc, du coup, certaines visions politiques. Donc ça peut se retrouver déjà au sein même du processus scientifique, donc que ce soit par exemple le choix d'une méthodologie par rapport à une autre, comment est-ce qu'on va transformer une certaine réalité en données. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui font intervenir finalement des valeurs qui sont plus subjectives, mais ça intervient aussi évidemment dans l'allocation des ressources pour la recherche et dans la priorisation de certaines recherches par rapport à d'autres. Donc la meilleure preuve pour dire que finalement la science et les savoirs qui sont produits ne sont pas 100% neutres, c'est la question des politiques scientifiques. Donc les politiques scientifiques sont des choix de société qui décident de valoriser tel pan de recherche au détriment d'un autre. Donc voilà, donc ça c'est déjà un premier constat. La science n'est pas neutre, et donc quand on fait ce constat et qu'on sait que il y a aussi des autres valeurs qui rentrent en compte, on peut aussi se dire qu'il y a aussi des jeux de pouvoir et des jeux d'influence qui vont chercher à orienter en fait les savoirs dans telle ou telle direction. Alors très rapidement, parce que ça aussi ce sera abordé un petit peu plus tard dans le panel. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les pays du Sud, ou les pays qui en fait sont les pays pauvres, il y a peu de ressources à mobiliser pour développer de la recherche agricole. Et donc, ce sont des pays qui sont très dépendants de fonds internationaux pour le développement de la recherche.
Et donc, quels sont ces acteurs en fait de la recherche agricole au niveau international? Il y a d'abord les organisations multilatérales comme la FAO, hein, la Banque mondiale ou le CGIAR. Et donc, ces trois institutions, notamment la Banque mondiale et le CGIAR, restent encore fortement focalisées sur des approches très spécialisées et qui soutiennent encore très fortement les approches de la révolution verte. La FAO, hein, l'Organisation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation, développe maintenant un pan de recherche sur l'agroécologie, mais tout en soutenant très fortement aussi encore des approches liées à la révolution verte. Il y a aussi la recherche privée qui est quand même aussi relativement importante dans cette recherche agricole internationale. Et elle, elle ne peut faire que ce qui est son objectif, c'est-à-dire créer de la recherche qui permet après de développer des solutions qui sont brevetables et des solutions qui sont à propriété privée et donc qui sont difficilement réplicables. Et donc, ça limite aussi le pan de la recherche à certains types de solutions très techniques et qui permettent un retour financier pour ces différents acteurs. Et enfin, il y a les fondations philanthropiques qui sont encore un peu marginales dans cette recherche agricole internationale, mais qui prennent aussi de plus en plus d'ampleur. Et ces fondations, elles ont aussi une certaine vision de la science qui est très fortement liée à une vision technique et une vision du progrès technique très forte. Et donc, ça oriente aussi énormément les fonds des fondations philanthropiques dans la recherche agricole vers des solutions techniques plutôt que d'autres pans de la recherche. Voilà. Alors, donc aujourd'hui déjà, dans ces institutions, il y a certaines visions qui sont priorisées par rapport à d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que la science, elle peut aussi être invoquée pour essayer de favoriser certains agendas au détriment d'autres. Et donc, ce qu'on décrit aussi dans ce baromètre, c'est que la science, elle peut être utilisée, la science avec un grand S, et peut être et est souvent utilisée comme un argument de propagande. Et il y a beaucoup d'institutions qui, en fait, sous le couvert de représenter la science, essayent en fait de défendre certaines visions du monde et surtout derrière ces visions du monde de défendre certains intérêts industriels. Et donc, c'est quelque chose qui est relativement vieux et c'est une activité stratégique de nombreux acteurs. Il n'y a pas seulement les industriels qui essaient de faire passer leurs solutions pour des consensus scientifiques. De nombreux acteurs, c'est quelque chose de très stratégique pour après avoir des décisions politiques qui sont favorables et une reconnaissance par l'opinion publique. Mais c'est aussi très fort au sein des industries. Donc, il y a des conglomérats qui essayent de pousser certains intérêts en créant des initiatives qui se réclament de la science. Et souvent, ces initiatives, elles vont invoquer la science, le progrès et la raison, en mélangeant un petit peu cette idée de progrès technique et de science, et renvoyer en fait toute critique et toute finalement contestation de dangers qui peuvent apparaître avec le développement de telle ou telle technologie à finalement de l'alarmisme ou à finalement quelque chose qui est émotionnel et qui ne repose pas sur les faits scientifiques. Un exemple très concret, c'est celui de Rachel Carson, qui a publié le Printemps silencieux dans les années 60 et qui expliquait en fait les ravages du DDT, qui est un pesticide qui est depuis lors interdit, et qui a fait face à la critique très virulente sur sa personnalité qui était considérée comme hystérique et au fait qu'elle ne faisait que reporter de la propagande anti-science. Et finalement, ce mécanisme-là, on peut le voir apparaître encore aujourd'hui dans de nombreuses initiatives. Par exemple, dans une série de pays d'Europe est apparue en 2019 une tribune d'un collectif qui s'appelle No Fake Science. Et donc, c'est un collectif qui veut défendre la science et qui en fait, trouve que le traitement médiatique de certains sujets scientifiques manque de fondement. Et donc cherche à remettre un peu plus de science dans le débat public. Mais en disant ça, ils vont aussi défendre certains consensus scientifiques, comme par exemple les émissions de gaz à effet de serre qui sont d'origine humaine et qui créent du réchauffement climatique, la question de la vaccination qui est un enjeu de santé publique important et qui a des bénéfices pour la santé publique. Et donc ça, ce sont des consensus scientifiques qui sont très clairs, mais ils vont mêler à ça aussi le caractère non dangereux des OGM, le consensus qui existe autour de la non-dangerosité du glyphosate et l'intérêt du nucléaire pour diminuer les gaz à effet de serre.
il pousse en fait ces solutions via des assertions qui ne sont pas complètement erronées, mais qui ne prennent en compte que certains aspects de la réalité. Et en fait, ce que cette tribune essayait de mettre en avant, c'est que la science défend les OGM, que la science en fait prescrit le glyphosate, le nucléaire, et qu'en fait ce progrès est validé par la science. Donc on essaye, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différentes initiatives de ce type, on essaye en fait de faire de la science quelque chose qui est prescriptif et qui va donner la direction à la société et finalement diminue aussi la question des choix de société qui sont faits par les individus et donc des valeurs qui sont portées collectivement par la société. Un deuxième exemple qui est lié aux pays du Sud, c'est la Cornell Alliance for Science, qui est en fait un institut qui est situé au sein de la prestigieuse université de Cornell, qui travaille beaucoup sur les questions agricoles et agronomiques, et qui est fondée par qui reçoit de l'argent de la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc cette Alliance for Science, donc elle essaye d'avoir un habillage scientifique très fort, mais finalement son agenda c'est de pousser les OGM dans le débat public systématiquement en assimilant les OGM à la science et toute critique des OGM à l'anti-science, et notamment aussi à dire que l'agroécologie, c'est fondamentalement anti-scientifique et que ça nous ramène au Moyen-Âge de l'agriculture. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple très, très concret. Et alors, ce que fait aussi cette Alliance for Science, c'est de faire des formations pour toute une série de cadres africains qui travaillent sur les questions agronomiques. Et pour essayer en fait de leur faire porter cette vision pro-OGM. Et ensuite, quand ces cadres rentrent en Afrique, ils continuent à pousser ce message et essayer d'ouvrir en fait les pays africains aux semences génétiquement modifiées. Donc c'est un autre exemple très concret. Un troisième exemple qui essaye aussi finalement de casser cette différence qu'il peut y avoir finalement entre la science et finalement un développement de certaines technologies qui ont aussi des problèmes. C'est la contestation du principe de précaution. Le principe de précaution, ça permet de ne pas autoriser une solution, un produit si il n'est pas avéré qu'il peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement et la santé. Donc ça, c'est un principe qui est notamment reconnu au niveau européen, mais alors qui est fortement attaqué et que certains acteurs veulent remplacer par le principe d'innovation. Ces acteurs disent que si on avait toujours connu le principe de précaution, on n'aurait jamais pu développer la locomotive, le micro-ondes, etc., et qu'on en serait toujours à la bougie. Et donc c'est de nouveau cette idée que le progrès et la science sont la même chose et finalement ne doivent pas être freinés par certaines visions de société et certains problèmes éventuels qui pourraient apparaître. Donc ça, c'est une première chose qu'on a pu identifier, c'est donc cette instrumentalisation de la science pour essayer de défendre certaines technologies et certains intérêts. Alors, il y a une autre chose que l'on a identifiée, ce sont des manœuvres directement au sein du processus de construction des savoirs pour délivrer une science sur mesure. Pour parler de ceci, le mieux est de revenir à New York en 1953, où il y a eu une réunion en fait entre les différents capitaines de l'industrie de cigarettes qui étaient en fait très inquiets parce que venait d'apparaître une étude qui faisait des liens très importants entre le tabagisme et le cancer du poumon. Et donc ces capitaines d'industrie étaient autour de la table pour essayer de trouver une riposte et essayer finalement de limiter les dégâts liés à cette étude. Et donc, ils ont engagé une personne qui s'appelle John Hill, qui est un peu un des pères spirituels du lobbying industriel, et qui leur a développé un plan stratégique dans lequel il dit qu'en fait, il ne faut pas s'opposer à la science, il ne faut pas contester les résultats de cette étude. Mais par contre, on peut utiliser la science et la mettre, en fait, l'utiliser pour, en fait, défendre notre propre agenda. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, le plan d'action, il visait à créer un institut de recherche sur le cancer
notamment, a financé toute une série d'études, a enrôlé des chercheurs qui allaient travailler sur ce sujet. Et en fait, en 50 ans, l'industrie du tabac, elle a dépensé plus de 300 millions de dollars sur la recherche sur le cancer. Elle a financé des milliers d'études, elle a engagé plusieurs prix Nobel. Pourquoi? Parce que ça lui a permis de développer des études confondantes et donc développer toute une série d'études qui insistaient sur les autres facteurs qui peuvent créer des cancers. Et donc, du coup, a créé aussi du doute et des contre-feux. Et donc, quand on crée du doute et des contre-feux, eh ben, on se dit qu'il faut encore développer plus de recherche avant de faire de la réglementation publique. Donc oui, bon, il y a peut-être un lien entre le tabac et le cancer du poumon, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs. Et donc, avant d'interdire le tabac, peut-être qu'il faudrait d'abord faire plus de recherche pour être certain. Et donc, c'est comme ça qu'on retarde en fait des réglementations publiques importantes. Et alors que ce soit dans ce secteur-là, dans le secteur des changements climatiques, où aussi on a cherché à minimiser le problème des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit sur les questions des effets sanitaires ou environnementaux de certains pesticides. C'est un combat contre le temps. Et donc, retarder la réglementation, c'est aussi de nombreux bénéfices qui sont engrangés par les industriels. Donc, comment est-ce qu'on fait ça concrètement pour manipuler ce processus de construction du savoir? C'est résumé dans le baromètre sur cette infographie. Donc, comme je le disais, c'est de financer de nombreuses études pour trouver des causes alternatives. Donc, ce sont des études confondantes, ce qui permet aussi, en fait, d'avoir des études qui sont plus favorables. Alors que ce soit volontaire ou involontaire, quand on est financé par un organisme, on a souvent une inclination à avoir des résultats qui leur sont plus favorables. C'est ce qu'on appelle le biais de financement. Et il y a plusieurs études qui ont montré qu'il existait, même si on n'en est pas conscient en tant que chercheur. Donc, c'est pas toujours quelque chose qui est volontairement mis en avant par le chercheur. Des fois, c'est tout à fait involontaire. Alors, il y a aussi des chercheurs qui sont directement enrôlés par les industriels, qu'ils en soient conscients. Donc, par exemple, Rylander a créé un grand centre de recherche sur le cancer, justement. Et il était tout à fait conscient de ce qu'il faisait et de ses partenariats avec les industriels du tabac. Mais d'autres, en fait, sont simplement des chercheurs dont les thèses, en fait, corroborent le storytelling de ces entreprises et qui finalement, dont les thèses vont plutôt favoriser leur secteur d'activité. Et donc, ces chercheurs vont se voir proposer des financements, des mises en avant publiques et médiatiques, etc., etc. Et à contrario, certains chercheurs qui sont trop critiques, il y a plusieurs cas révélés où ces chercheurs ont été mis au banc de la communauté scientifique parce qu'ils avaient des positions qui étaient néfastes à leurs intérêts. Il y a aussi un autre phénomène qui est l'écriture directe d'études scientifiques par des industriels ou par la cellule de recherche de certaines industries. Et alors, sans apparaître dans les auteurs, c'est ce qu'on appelle le ghostwriting. Donc, on a pu en entendre parler lors des Monsanto Papers, mais il y a aussi des cas sur la question des néonicotinoïdes notamment. Et donc, pour essayer de faire croire qu'en fait des études qui sont dénuées de tout lien avec l'industrie corroborent les thèses de l'industrie, quoi. Et donc finalement, avec toutes ces techniques, on retrouve une grande multitude d'écrits qui noient en fait la cause principale au milieu de toute une série de causes alternatives. Et donc la controverse scientifique est entretenue. Et alors, quand il y a une controverse scientifique, historiquement, le gagnant, c'est toujours la compétitivité économique, le court terme, l'emploi de tel ou tel secteur industriel, et le perdant est systématiquement la santé, l'environnement et le long terme. Donc, c'est une stratégie d'implémentation du doute, et il y a de nombreux écrits nombreux auteurs qui travaillent là-dessus. Je vais donner un exemple concret qui est lié au système alimentaire, c'est l'exemple du déclin des abeilles, avec la question de l'usage massif au niveau planétaire à partir des années 90 des néonicotinoïdes, et qui correspond, l'utilisation massive des néonicotinoïdes a correspondu assez clairement avec le début du déclin massif des abeilles.
Mais quand on regarde la littérature scientifique, il y a 5 à 6 fois plus d'études qui traitent des effets du varroa, qui est du varroa, qui est donc un parasite de l'abeille, que sur les néonicotinoïdes. Donc ça, c'est un effet du financement aussi de ces industries pour des facteurs confondants, comme on dit. De nombreux chercheurs ont été enrôlés par les industriels pour travailler plutôt sur le varroa et plutôt mettre en avant ces questions-là. Donc, le biais de financement, on en a parlé, le ghostwriting aussi, mais même au niveau des méthodologies. Et donc, dans le cas des pesticides, les méthodologies de tests elles sont construites avec les industriels. Et donc, ils font des tests qui favorisent évidemment, ils font une méthodologie qui favorise évidemment des résultats qui leur sont favorables. Et puis alors, il y a la question, ça on n'en a pas encore parlé, la question au-delà de la création des savoirs, c'est comment est-ce que ces savoirs sont diffusés dans le débat public. Et donc, les chercheurs et des savoirs qui sont très reconnus dans la communauté scientifique, des fois, restent enfermés dans cette communauté. Et par contre, il y a des papiers avec une valeur scientifique beaucoup moindre qui sont des fois extrêmement mis en avant sur les réseaux sociaux, dans le débat public et politique. Et donc ça, c'est aussi des mécanismes qui sont financés par des entreprises de relations publiques et par donc les intérêts industriels pour essayer d'envoyer des messages spécifiques dans le débat public. François, il faudra conclure. Oui, je conclue, c'est justement ça. Donc, pour conclure, on voit qu'il y a différents mécanismes en fait où les enjeux, où finalement on voit que certains acteurs avec beaucoup de pouvoir arrivent à façonner aussi les savoirs aujourd'hui et finalement créer une science et des savoirs dans les systèmes alimentaires qui ne sont pas favorables aux agriculteurs et à leurs besoins. Et donc, c'est pourquoi il y a de nombreux mouvements paysans, notamment la Via Campesina et d'autres mouvements paysans qui rejettent une partie de la science qui est trop orientée en fait vers les besoins du secteur privé plutôt que vers les besoins des agriculteurs eux-mêmes. Et ils privilégient, à contrario, des approches qui sont plus participatives ou qui mettent vraiment l'agriculteur au centre de la recherche et qui répond vraiment à leurs besoins spécifiques. Aujourd'hui, il y a aussi de nombreux centres d'expertise internationaux qui reconnaissent en fait que les savoirs sont multiples et qu'il est nécessaire d'avoir des perspectives qui sont plurielles pour tendre vers une objectivité. Et alors, finalement, cette reconnaissance d'une multiplicité de savoirs, elle doit aussi s'accompagner de changements assez importants au sein de la recherche scientifique. Ces changements, ça doit être notamment d'essayer d'avoir de la science qui soit publique et qui ne soit pas soumise à l'agenda en fait du secteur privé. C'est aussi essayer de valoriser les approches transdisciplinaires qui sont souvent peu valorisées dans les savoirs scientifiques. C'est d'essayer d'intégrer les paysans de manière beaucoup plus centrale dans les processus de construction des savoirs. Donc voilà, et finalement d'élargir les indicateurs aussi pour ne plus se limiter uniquement à la question du rendement. Voilà. Avec ceci, j'en ai terminé pour ma présentation, Pierre. Merci François. Eh bien, je vais passer la parole à Fernando Lopez. Fernando, vous êtes agriculteur familial en Uruguay. Pourriez-vous nous parler de votre expérience en tant qu'agriculteur familial, notamment au sein du CFAR, le Forum mondial sur la recherche et l'innovation agricole? Dans votre interview pour le baromètre, vous avez parlé aussi du concept de co-innovation en agriculture familiale en Uruguay. Vous nous avez parlé de la loi de 2018 consacrée à l'agroécologie en Uruguay et au plan national d'agroécologie que l'Uruguay tente de mettre en place. Et puis, est-ce que vous pourriez tenter de répondre à la question pour rebondir sur les propos de François, comment la recherche peut-elle répondre aux demandes de l'agriculture familiale? Voilà, je vous laisse, la parole est à vous, Fernando, je vous laisse 10 minutes à un quart d'heure. Bueno, en primer lugar, buenos días desde Uruguay, como pequeño productor, aquí es de mañana, estamos en verano. Bueno, agradecer la invitación a participar. Lo segundo que, bueno, decir que en el Uruguay más del 80% de las unidades de producción son de carácter familiar y que, bueno, queda claro para nosotros la importancia
de la agricultura familiar en los sistemas alimentarios. Creo que quedó más claro que nunca con todo lo que nos ha pasado con la pandemia, donde ahí los agricultores, productores de alimentos básicos, siguieron produciendo y alimentando a cada uno de nuestros pueblos, y creemos que es una demostración clara de cómo habría que mirar hacia adelante también los sistemas alimentarios y su sustentabilidad hacia adelante. Para nosotros, la investigación es clave para los sistemas de producción familiar. Segundo, que cuando nosotros tenemos el concepto de, en estos sistemas de producción familiar, la innovación es importante y es necesaria. Y cuando hablamos de innovación, queremos decir que cualquier tecnología o manejo o de incorporación de conocimiento mejore las condiciones de vida del productor familiar. No solamente es necesario que tenga más kilos por hectárea o más leche, sino que quizás incluso en algunos aspectos sociales que le mejore la calidad de vida. Y ese para nosotros también es un concepto del aporte de la investigación y la innovación en los sistemas de producción familiar. En Uruguay tenemos, por un lado, un instituto público de investigación que se financia con el aporte del Estado, o sea, de la sociedad, pero también con aporte de los productores, de los agricultores. Y es un instituto donde las organizaciones de agricultores, las de los grandes, pero la nuestra, que es de productores familiares, participamos de la gobernanza del instituto. Quizás es un caso muy especial, esto no se da en todos los países, pero es muy importante. Lo otro que, viendo un poco de la presentación anterior, por lo menos por algunos datos que veíamos a nivel CIFAR, que los recursos que se vuelcan a la investigación para la cadena alimentaria, más del 80% lo tiene el sector privado y solamente un 20% es financiamiento público. Y eso también marca de alguna manera lo que se presentaba anteriormente. Para nosotros hay desafíos muy importantes, como se está planteando en la agricultura digital. Nosotros estamos planteando que tiene que ser inclusiva. Tenemos una propuesta con el Foro Regional de Investigación, con Coprofan, nuestra organización regional, para trabajar en esto, para que pueda ser una oportunidad para los agricultores y no sea agrandar aún más la brecha tecnológica que ya existe hoy. Por otro lado, la importancia de incidir en la agenda de investigación, visto desde la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, Uruguay tiene un instituto público de investigación, el gran foco está puesto en la investigación estándar, o sea, enfocada en los cultivos, enfocada en la producción y no tanto con el centro en el productor familiar. Creemos que hay que incidir en la política pública de investigación, tratamos de hacerlo hasta donde podamos, pero también es importante marcar qué agenda de investigación queremos, sobre todo hacia adelante. Para esto, nosotros, por ejemplo, también entendemos que la participación de la academia, de la universidad, como otro actor importante y relevante, tiene mucho para aportar. Vemos con preocupación un retroceso en la inversión en la investigación pública. América Latina, si bien quizás Uruguay, algo de Argentina, algo de Brasil y algo de Chile, tiene un monto un poco relativamente razonable de investigación, hay muchos países que están por debajo, perdón, del 1%, y hay 8 países que tienen menos del 0,4% en la investigación. Creemos que ahí lo importante es cuánto se destinan. Disculpa que está pasando mi tractor por atrás mío, porque esta es una chacra y bueno, hay cosas que hay veces que no se pueden prever, pero disculpen este minuto de interrupción, pero bueno, así es el campo, trabajando
y haciendo lobby. No, lo que decíamos, disculpen, lo que decíamos es que hay un retroceso importante en toda nuestra región de los recursos públicos destinados a la investigación en forma general, pero mucho más cuando lo focalizamos en la agricultura familiar. Por lo tanto, nos parece de suma importancia seguir buscando alianzas. Creemos que el concepto para nosotros de la coinnovación a partir de la investigación participativa, nosotros tenemos muchos ejemplos de esto en formas, por ejemplo, de buscar resiliencia frente al cambio climático a partir del conocimiento que tienen los agricultores ancestrales y también del aporte de la academia, no solo de la investigación dura, sino también con los componentes sociales y ambientales. Por eso nos parece que es sumamente importante esta batalla o esta lucha que se da, donde hay una concentración de los recursos de la investigación enfocado en las cadenas más agroindustriales, donde hay necesidad de incorporar tecnología y conocimiento e innovación en la agricultura familiar, pero solo en la medida que avancemos en la gobernanza y en la agenda de investigación, los agricultores podremos llegar con esto. Gracias. Merci Fernando, muchísimas gracias. Je vais passer la parole, tout le monde m'entend? Oui, je vais passer la parole à Charlotte Pavageau. Vous êtes programme manager à la Fondation Biovision à Genève. Alors, dans l'interview pour le baromètre, vous avez émis 6 recommandations pour faire évoluer la recherche dans le secteur de l'agriculture. Pourriez-vous nous en parler? Vous avez un quart d'heure. Charlotte, c'est à vous. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis ravie donc d'être parmi vous aujourd'hui en cette fin d'année depuis la Suisse. Et donc, je travaille dans le domaine du dialogue politique et du plaidoyer pour la Fondation Biovision. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que nous avons appris en regardant derrière les flux financiers dans la recherche agricole pour le développement. Et il s'agit en particulier d'une étude que nous avons publiée l'année dernière en collaboration avec IPES Food, le groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, et l'Institute of Development Studies. Et nous sommes intéressés en particulier aux flux financiers dans la recherche agricole pour l'Afrique, où la connaissance et l'innovation vers des systèmes alimentaires plus durables sont plus qu'essentielles pour relever les défis du continent liés aux menaces climatiques ou à l'insécurité alimentaire. La première chose, c'est que les investissements dans la recherche agricole pour le développement ne sont pas négligeables. Environ 60 milliards de dollars sont investis chaque année dans l'innovation dans les pays du Sud. Il s'agit ici d'une récente étude de la Commission sur l'intensification durable de la production agricole. Et comme mentionné tout à l'heure par François, le paysage des acteurs qui investissent et qui mettent en œuvre des projets de recherche est très complexe et relativement très fractionné, ce qui limite une certaine cohérence dans les projets qui sont développés. Malgré ça, on voit, comme aussi mentionné par François, qu'on a des acteurs dominants qui contrôlent une très grande partie de ces flux. Par exemple, la Banque mondiale est l'un des acteurs qui investissent le plus directement dans les agences nationales de recherche africaines. Et pour de nombreux acteurs, la solution, on va dire low cost, va être de s'aligner avec ces gros acteurs ou de créer des alliances avec eux. Mais la véritable question qui nous intéressait dans cette étude, c'était de savoir quelle était la part de ces investissements pour des approches agroécologiques, systémiques et transdisciplinaires. Et comment expliquer que certains modèles agricoles sont favorisés par rapport à d'autres. Alors, très rapidement, pour cela, nous avons utilisé un cadre d'analyse qui sont les niveaux de changement des systèmes alimentaires de Steven Glisman et les 10 éléments de l'agroécologie définis par la FAO qui nous permettaient de catégoriser les projets de recherche suivant leur adhérence ou non à des principes de l'agroécologie.
Et nous nous sommes concentrés sur 3 études de cas, 2 bailleurs de fonds. D'une part, un bailleur public, la Suisse. On a regardé tous les financements partant de la Suisse vers l'Afrique. Et ensuite, un bailleur privé, la fondation Bill et Melinda Gates, qui a une de ses priorités vers l'Afrique et vers la recherche. Et finalement, le 3e étude de cas, nous regardons le Kenya. Nous avons regardé tous les flux de financement qui arrivent au Kenya depuis l'extérieur, mais également les flux internes qui ne sont pas non plus si négligeables. Et de cette étude est ressorti 3 grands résultats. Le tout premier est, peu de surprise, la grande majorité des financements alloués à la recherche agricole soutient encore une agriculture industrielle destructive. Ici en rouge ou en rouge clair. Dans la plupart des cas, on a moins de 15% des financements qui soutiennent des approches agroécologiques ou des approches qui ont au moins des éléments d'agroécologie. Une exception apparente, qui est le cas des financements suisses, où une plus grande part des projets contiennent des éléments agroécologiques, notamment parce que la Suisse a identifié dans son aide publique au développement il y a quelques années l'agroécologie comme une de ses priorités. Et là, les sujets de recherche les plus fréquents sont, par exemple, la rotation des cultures, l'agroforesterie, les systèmes mixtes, élevage-culture. Cependant, le deuxième résultat est que lorsque les pratiques agroécologiques sont intégrées dans des programmes de recherche, en général, elles le sont de manière assez isolée et ne prennent pas suffisamment en compte les dimensions socio-économiques et politiques. Par exemple, des aspects de gouvernance des terres, de gouvernance équitable des terres, ou alors des aspects de création de valeurs locales, d'économie circulaire et solidaire, ou même des aspects culturels des systèmes alimentaires sont sous-financés et sont très très peu explorés, alors qu'ils sont pourtant fondamentaux si on veut une réelle transformation des systèmes alimentaires. Enfin, le 3e résultat et le plus stupéfiant est que seulement une petite part du financement pour la recherche ciblant l'Afrique va directement en Afrique. Seulement 10% des projets pour les financements suisses et 2% des projets pour la fondation Bill et Melinda Gates. C'est-à-dire que les institutions de recherche basées dans les pays du Nord ou les institutions internationales continuent de diriger la majorité des projets de recherche et d'attirer les financements les plus importants. Et cela est un résultat notamment déplorable du point de vue de la légitimité de ces projets, mais également, dans notre étude, nous avons montré que ces projets menés par des institutions africaines sont en moyenne plus agroécologiques et prennent mieux en compte l'ensemble du système alimentaire, donc une vision un petit peu plus systémique. Suite à notre étude, d'autres études ont été faites dans la même direction, qui sont intéressées à d'autres bailleurs, notamment européens. Et là, on a la même tendance parmi tous ces bailleurs européens qui montrent qu'il y a vraiment un sous-investissement dans les approches agroécologiques. Donc, notre deuxième étape était de regarder finalement quels étaient les facteurs qui expliquent que certaines trajectoires de recherche sont privilégiées ou sont consolidées, ou dans certains cas, dans quelles conditions les approches de recherche peuvent aller vers de nouvelles directions. Dans un premier lieu, nous avons identifié ce qu'on a appelé les moteurs de la recherche, qui sont les motivations principales pour que certaines approches soient privilégiées. On a donc aujourd'hui le paradigme dominant de l'agriculture industrielle. Et on retrouve ici des moteurs tels que les bénéfices commerciaux, donc des investissements qui se concentrent dans des biens privés comme les semences ou les produits agrochimiques, des moteurs idéologiques ou normatifs. On a par exemple dans les agences de développement des discours très normatifs sur la manière dont le changement se produit. Par exemple, c'est la productivité accrue ou l'accès à des chaînes de valeur marchande à haute valeur ajoutée qui va permettre de sortir de la pauvreté. D'autres mouvements idéologiques du même genre sont que des solutions technologiques vont permettre de produire des solutions tangibles très rapides et de provoquer un changement à très grande échelle.
Et finalement, le dernier moteur est l'alignement sur des priorités nationales politiques. Les donateurs qui tentent d'ouvrir, par exemple, des marchés dans le Sud et donc de renforcer les cultures de rente et d'exportation. Ensuite, on a identifié ce qu'on a appelé les verrous, qui sont des facteurs qui font que ces trajectoires de recherche se renforcent et sont très difficiles à casser. Les instituts de recherche, par exemple, doivent identifier des niches précises dans lesquelles ils ont une expertise, et c'est cette expertise qu'ils vont vendre et pour lesquelles ils vont prétendre un financement. Les centres CGIR, par exemple, ont développé une très forte expertise dans le développement de semences améliorées, et c'est cette expertise qui leur permet d'attirer des financements. Comme mentionné aussi tout à l'heure par François, on a certaines méthodologies qui sont privilégiées, des approches quantitatives par rapport aux approches qualitatives, mais également des métriques qui sont prioritaires, la productivité par rapport à d'autres métriques, par exemple de cohésion sociale. Et finalement, on a également le rôle des alliances et des coalitions qui renforcent certaines approches. Même si ces obstacles sont profondément enracinés, on voit qu'ils ne sont pas notamment complètement insurmontables. Et il y a un certain nombre d'opportunités où les trajectoires de recherche peuvent évoluer et peuvent changer. L'une de ces opportunités sont les crises, des moments où on peut avoir des interventions politiques rapides et des injections de financement également vers de nouvelles approches. On peut citer ici les attaques de ravageurs, les crises migratoires, les conflits fonciers et évidemment le changement climatique qui peuvent créer un espace pour des réponses à plus long terme et la mise en place de projets de recherche nouveaux. Un autre aspect est le rôle des déclarations de consensus, des conférences et des rapports mondiaux qui peuvent être utilisés comme point de référence pour des stratégies. Là, on peut citer des rapports comme ceux du GIEC sur le changement climatique ou les ODD, qui peuvent consolider certaines préoccupations idéologiques et encadrer certaines préoccupations idéologiques ou alors renforcer la manière dont il faut répondre à certaines crises perçues. Et enfin, la dernière opportunité de changement sont lorsque les instituts de recherche ou de financement réévaluent périodiquement leur stratégie. Il s'agit donc là de nouvelles opportunités pour introduire de nouveaux discours. Cependant, pour que des changements aient lieu, il faut vraiment qu'il y ait des individus ou des groupes d'acteurs qui partagent une certaine vision, qui vont exploiter ces portes d'entrée de manière répétée et appuyée. C'est par exemple le cas lorsqu'on a des champions au sein d'une institution qui vont pousser pour un certain agenda, ou ça va être le cas de chercheurs reconnus notamment, qui exploitent les brèches dans des programmes de recherche existants pour promouvoir des recherches alternatives. Et enfin, le dernier élément qui a été assez souvent cité lors de nos interviews, c'est l'importance de présenter des preuves scientifiques aux donateurs, aux bailleurs de fonds, sur des sujets qui intéressent déjà ces donateurs. Par exemple, sur la résilience et le changement climatique ou sur des aspects liés aux objectifs du développement durable, comme porte d'entrée pour changer la vision de ces bailleurs. Et à l'issue de ce processus, nous avons défini 6 grandes recommandations, tant sur les modalités de financement de la recherche que sur le type de partenariat à développer ou la manière de mesurer la performance de la recherche. L'une de ces recommandations est de basculer vers des modèles de financement à long terme, qui soient plus en phase avec les échelles de temps propres à l'agroécologie. Et pour cela, il y a plusieurs étapes qui peuvent être prises. Par exemple, éliminer les obstacles de financement à des phases ultérieures d'un même projet ou d'un même programme.
On voit également qu'il y a un certain nombre de règles actuelles de financement qui n'offrent pas assez de flexibilité pour une planification à long terme. Des règles de financement qui sont beaucoup trop orientées vers une approche projet plutôt qu'une approche programmatique. Une autre étape qui peut être prise, c'est de regarder des alliances de donneurs, de bailleurs de fonds, dont les périodes de financement se chevauchent et pourraient ainsi contribuer à des programmes de recherche à plus long terme. Une autre de nos recommandations concerne la définition d'objectifs chiffrés sur la part des financements qui seraient octroyés à des organisations basées en Afrique, et notamment la part des projets dirigés par ces organisations. La plupart du temps, les organisations basées en Afrique ont un rôle uniquement secondaire dans les projets de recherche. Et pour ça, il faudrait promouvoir des partenariats de recherche plus égalitaires entre le Nord et le Sud et entre les différents types d'acteurs. Et dans cette même recommandation, l'établissement d'échanges et de collaborations sud-sud sur la recherche agroécologique et systémique pourrait également permettre de renforcer la capacité de ces institutions à attirer des financements. Et finalement, créer des alliances plus durables entre organisations de recherche, ONG, groupes paysans, mouvements sociaux, pour établir des pôles de compétences régionaux qui deviennent plus attractifs. Alors pour conclure, sur une note un peu plus positive, ces derniers temps, on observe un certain changement dans l'attitude de certains bailleurs de fonds en faveur d'approches agroécologiques, du moins dans les discours. C'est quelque chose dont on peut d'une certaine manière se féliciter. L'agroécologie est en plein une thématique très dynamique ces derniers mois. Cependant, j'aimerais quand même rappeler qu'il faudrait vraiment appliquer une certaine vigilance pour que le terme ne soit pas coopté et qu'il soit bien appliqué en vue d'une vision systémique des systèmes alimentaires et vers une vision transformationnelle qui prenne bien en compte ces éléments politiques, socio-économiques des systèmes alimentaires vers plus d'inclusion et plus d'égalitarisme. Et là, dans ce sens, encore une fois, les règles, les modalités de financement de la recherche devraient avoir au cœur des critères d'égalité beaucoup plus forts que ce qu'on peut observer actuellement. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Charlotte, c'est impeccable, vous êtes vraiment dans les temps. On n'a pas une minute de retard, donc je vais passer la parole le plus vite possible à Issouf Sanou, coordonnateur des programmes à la Fédération nationale des organisations paysannes au Burkina, la FENOP. Vous m'avez parlé de votre expérience quand on s'est parlé, Issouf, vous m'avez parlé de votre expérience avec des programmes de recherche sur des variétés de sorgho et de petits milles adaptés au changement climatique. Pourriez-vous nous parler de ces expériences et quels sont les conseils que vous donneriez? Est-ce que ces recherches fonctionnent? Si elles fonctionnent, pourquoi? Et si elles ne fonctionnent pas, pourquoi? Et quels sont les conseils que vous donneriez? Issouf, c'est à vous, je vous laisse un quart d'heure. Ok, merci Pierre, merci de me donner la parole. Je m'excuse si je n'ai pas de présentation et puis la vidéo ne fonctionne pas compte tenu de la connexion. Il faut reconnaître que par rapport à la thématique que vous abordez, les savoirs paysans avec la recherche, je pense que comme Charlotte et d'autres ont dit, il faut dire que le paysan ne peut pas travailler sans la recherche. Ça, c'est vrai. Et la recherche aussi ne peut pas travailler sans le paysan. Ça, les deux sont complémentaires. Mais le problème se pose beaucoup plus au niveau des agendas. Parce que, et des visions, parce que, le paysan, il est autonome. Il travaille, je ne sais pas si on peut le dire, dans l'infini. Il a son temps. C'est pas mesuré, c'est pas un projet de 2 ans, 3 ans. Mais le chercheur, lui, il est limité dans le temps. Et c'est là aussi qu'il y a un problème. Et effectivement, depuis un certain temps, depuis 2019,
nous essayons de travailler un peu sur les variétés traditionnelles céréalières, notamment le sorgho, le riz, le petit mil, et en plus on a le niébé. Et on a répondu à un appel à projet avec l'INERA, ceux qui connaissent le Burkina, c'est l'Institut national de recherche agronomique au Burkina, de la AFR, où nous avons en tout cas eu la subvention pour 3 ans. Et ainsi, avec la recherche, on a pu inventorier près de 106 variétés de sorgho, 57 variétés de petit mil et 54 variétés de niébé. Et la FENOP a mis à la disposition de la recherche un champ de démonstration dans la région des Cascades, d'une superficie de près de 3 hectares. Et on a commencé en première année, c'est-à-dire en 2020. Et on a très bien commencé. On a réuni les paysans, nous avons amené les différentes variétés qu'on a mis dans le champ. Et les paysans, quand même, qui observent, ont vu que certaines variétés de petits mil étaient arrivées en retard pendant qu'ils avaient déjà semé leurs variétés. C'était des variétés plus précoces et qui sont arrivées à maturité avant leur variété. Ils étaient contents. Et c'est la même chose que pour le niébé, pour le sorgho, etc. Mais ce qui a fait un hic au niveau de la première année, c'est que bon, au moment de la récolte, ce que les chercheurs appellent la sélection participative, il y a eu un problème administratif et l'équipe n'a pas pu quitter Ouagadougou pour le champ. Donc ça a été vraiment, bon, moi j'appelle ça un gâchis. Ça a été une perte parce que bon, il fallait que les paysans sélectionnent eux-mêmes, bon, ils récoltent et qu'ils goûtent pour voir. Mais cette année, nous avons recommencé la même chose. Et là, quand même, la recherche a pu faire le déplacement. Nous avons mené la sélection participative avec les paysans. Et les paysans, comme je l'ai lu je pense, dans l'interview de Charlotte, les paysans, eux, mettent l'accent beaucoup plus sur la précocité. Il y a également le goût, il y a la couleur et il y a la conservation des repas parce que il faut se dire, chez eux, le Burkina, vous savez, nous faisons des pâtes à base de céréales. Si ça ne peut pas se conserver, le paysan trouve que bon, cette variété n'est pas adaptée à son contexte. Or, on cherche des variétés plus adaptées au changement climatique. Et les chercheurs aussi, leur mission, c'est de voir comment faire des améliorations par rapport à ces variétés. Donc, les paysans ont quand même formulé leurs préoccupations par rapport aux variétés qui les intéressent. Bon, les chercheurs de leur côté aussi voient beaucoup plus les résistances à la maladie et aussi également les rendements. C'est bien vrai que les rendements intéressent les paysans, mais ils ont d'autres critères qui sont aussi plus importants pour eux parce que les chercheurs doivent prendre. Donc, nous attendons actuellement les résultats par rapport à cette variété. Donc, on a pu quand même ainsi récupérer des variétés qui étaient presque en voie de disparition. Et bon, nous allons voir d'ici l'année prochaine, on pourra encore vous donner des résultats plus convaincants par rapport à ça. On est en train de mener aussi une autre recherche, ça c'est au sein de la FENOP, sur le riz traditionnel pour voir, parce qu'on est dans une dynamique de valorisation des semences traditionnelles. Ça c'est le riz traditionnel qu'on a pris à Douna, qui s'appelle Misséni, c'est dans la région des Cascades. Et qu'on a mené à Bama, pour ceux qui connaissent le Burkina, c'est à 20 km de Bobo-Dioulasso, pour expérimentation. Curieusement, ce riz a vraiment très bien poussé. Les rendements sont très importants. Et bon, en tout cas, en termes de goût, les femmes m'ont dit qu'effectivement,
En tout cas, le riz, en tout cas, il est bon. Donc, nous sommes en train de voir comment, avec la recherche, on peut aller en laboratoire pour connaître les éléments nutritifs et autres, mais il faut reconnaître souvent que pour mener ces analyses, c'est un peu cher. Et c'est pas facile pour une organisation paysanne de supporter tout cela. Donc, nous sommes un peu à ce stade par rapport au riz traditionnel. Donc, c'est pour vous dire que par rapport à la recherche avec les paysans, il faut que, en fait, les chercheurs, comme moi je parle en tant que défenseur des paysans, il faut que les chercheurs cherchent beaucoup plus à s'adapter, en tout cas, aux critères des paysans. Parce que c'est bien vrai que parfois il y a des critères scientifiques, des protocoles, etc. Mais le paysan, il n'a pas tout ça, il a d'autres critères qu'il faut que le chercheur prenne en compte. Et de là, si on prend par exemple le cas dont Charlotte a parlé, vous prenez le cas de l'agroécologie, la plupart des pratiques promues actuellement en Afrique émanent des savoirs paysans. C'est pas quelque chose qui a été fabriqué par une firme ou non. Les pratiques agroécologiques émanent de... Maintenant, peut-être, il y a des pratiques de fertilisation du sol qui ont été un peu améliorées, etc. Des biopesticides qui existent, mais on dit toujours ça avec l'ail, piment et autres, c'est toujours des savoirs paysans éprouvés. Mais, il n'y a pas de référentiel technique là-dessus. Voilà là où se pose, c'est-à-dire, il n'y a pas de document écrit pour dire, voilà, nous utilisons tel produit pour repousser les ravageurs, nous utilisons tel. Le paysan n'a pas ça. Là, ça c'est un frein. La diffusion des savoirs locaux. Pour la diffusion des savoirs locaux, il faut se dire que sur le paysan, ça se fait de manière informelle. J'ai un savoir aujourd'hui, j'ai une pratique de fertilisation des sols ou une semence. Je viens voir, je dis, ah, écoutez, le riz de tel, vous mangez mon riz, vous trouvez que c'est bon, vous me demandez, mais où est-ce que tu as eu cette semence-là? Je dis, non, jamais, et je vous donne. Vous partez, vous répliquez. Donc, il n'y a pas un cadre formel de brevetage en tant que tel. C'est dans un système informel. Donc, il y a tout ça qu'il faut essayer de voir avec la nouvelle dynamique. Si on veut aller vers, comme je l'ai dit quelque part dans les documents, vers une co-construction sur les savoirs locaux, il faudra voir comment les chercheurs peuvent vraiment s'adapter à certaines réalités des paysans. Okay. Oui. Voilà, Issouf, vous avez terminé? Voilà. Oui, j'ai terminé. Merci Issouf. Eh bien, écoutez, on a 5 minutes d'avance sur le planning. Je crois qu'on peut dire qu'on est bien dans les temps. Stéphanie et Karim, avez-vous pu collecter des questions de notre assistance adressées aux 4 panélistes ou adressées personnellement à des panélistes ou aux 4 panélistes en général? Oui, tout à fait, Pierre. Déjà, merci à tous les intervenants et intervenantes qui ont pris la parole. On a récolté quelques questions déjà de la part du chat. Alors, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre des présentations qui ont été faites. Tout d'abord, une question de Bruno par rapport à l'exposé de François, je pense, qui voulait aussi souligner que les industriels ne sont pas les seuls à user de stratégies pour mobiliser et instrumentaliser la science, mais les syndicats aussi. Soi-disant au profit du secteur, ainsi particulièrement les syndicats agricoles qui soutiennent l'usage de pesticides, encore plus que les industriels eux-mêmes. Qu'en pensez-vous? On fait question par question. François, vous voulez répondre? Comment procède-t-on? On fait question par question, ok? Quelqu'un veut répondre? On peut faire comme ça. Après, je n'ai quelques éléments, donc s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir par la suite, n'hésitez pas. Hein, mais... oui, évidemment, les acteurs
comme les syndicats agricoles majoritaires, hein, qui finalement soutiennent souvent le modèle en place et donc une utilisation importante d'engrais et de pesticides. Ils vont utiliser eux aussi les arguments des industriels parce que finalement ils ont un agenda partagé sur ces questions. Et on voit qu'au niveau européen, notamment COPA, COGECA, etc., il y a vraiment une convergence d'intérêts au sein de ces syndicats entre les industries agroalimentaires et finalement les agriculteurs. Mais finalement, on se retrouve aussi avec un syndicat qui est censé défendre les agriculteurs, mais des fois porte plus les messages du secteur industriel que celui des agriculteurs. Voilà ce que je peux en dire, mais en effet, hein, et puis après, je pense que pour se faire un petit peu l'avocat du diable aussi, tout acteur qui vise à peser dans les débats politiques utilise d'une certaine manière, instrumentalise aussi certains pans de la science. On le fait tous. Nous, en tant qu'ONG aussi, on sera plus prompt à partager certains arguments scientifiques qui vont dans notre sens que dans le sens inverse. Mais je suis certain qu'il y a d'autres personnes autour de la table qui peuvent aussi réagir à cette question. D'autres réactions? Charlotte, Fernando, Issouf, non? Issouf, tu veux réagir? Bon, je pense que ce qu'il vient de dire est très pertinent parce qu'actuellement, il faut reconnaître que la recherche, bon, c'est tiré beaucoup plus par les industriels. Donc pas la main libre, surtout en Afrique. C'est clair, c'est des projets, c'est financé souvent par des firmes, bon, qui viennent imposer en tout cas leur vision de l'agriculture familiale. Et comme ils ont les moyens, et bon, souvent sur le plan politique, c'est adopté, c'est ça qui est le problème en fait. C'est adopté et ça fait que beaucoup de plus en plus, on fait passer ça doucement au niveau de la base. Mais les paysans quand même font une certaine résistance. Si jusqu'à aujourd'hui on a des semences paysannes, et ce sont les semences paysannes qui nourrissent pratiquement la population en Afrique par rapport aux variétés améliorées, parce que quand on vous dit le taux d'utilisation des semences améliorées au Burkina, c'est très faible. Je pense que il y en a qui disent ça aussi autour de 20%. Donc il y a 80% de semences paysannes qui sont toujours utilisées par les producteurs et c'est ce qui nourrit la population jusqu'à aujourd'hui. Okay. Merci Pierre. Merci Issouf. Karim, on passe à la question suivante ou d'autres panélistes veulent répondre à cette question? On passe à la question suivante. Je te passe la parole alors Karim. Oui, très bien. On a une deuxième question qui traite un peu du même sujet, mais qui se focalise sur le financement des publications scientifiques et leurs sources. Est-ce qu'on connaît vraiment les financeurs de ces publications? Et est-ce qu'on sait identifier qui accepte ou rejette les articles scientifiques? On a souvent très peu de transparence sur l'info, sur cette info. Qu'en penser? Et avec une petite question supplémentaire sur les chercheurs africains qui n'ont presque pas accès aux publications. Pierre, tu es silencieux. Tu es en silence. Donc, je crois que c'est peut-être pour Charlotte. Est-ce que c'est Charlotte ou François qui veulent répondre ou quelqu'un d'autre? Oui, merci pour cette question. Et en effet, cette question des revues scientifiques est clé. Ils sont en grande partie responsables de ce qui est validé comme science ou non. Alors avant tout, c'est finalement les groupes scientifiques dominants qui financent ces revues en finançant les salaires des chercheurs qui font partie des comités de revue des revues, également en payant les abonnements de ces revues scientifiques. Et donc, c'est les approches les plus mainstream qui se reproduisent de manière automatique, d'une certaine manière,
en mettant derrière ces revues des reviewers et des éditeurs scientifiques qui comme on l'a dit, favorisent certaines méthodes, certaines approches qui ne sont pas du tout neutres en fait. Alors ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est finalement les financeurs qui sont derrière ces recherches. François l'a bien expliqué, il y a un certain nombre d'intérêts commerciaux, politiques ou autres derrière le financement de certains projets de recherche qui sont publiés dans ces revues. Et troisièmement, l'industrie elle-même de la publication scientifique qui suit ce même mouvement mainstream de qu'est-ce qui est considéré plus acceptable comme méthodologie qu'une autre, quel type d'approche on favorise, en général des approches scientifiques monodisciplinaires où on considère assez peu les savoirs locaux, où on considère assez peu les approches proches du développement, où beaucoup des chercheurs qu'on a interrogés qui sont impliqués dans la recherche transdisciplinaire mentionnent ce problème numéro un, que ces approches-là ne sont pas reconnues lorsqu'ils veulent publier leurs résultats. On voit de manière assez timide quand même l'émergence de certaines revues qui essayent de contrebalancer cette tendance, mais ça reste encore très difficile. Ok, d'autres réactions sur cette question par nos panélistes? Fernando lève le doigt si je ne m'abuse. Oui, Fernando. Sí. Bueno, pequeño comentario porque obviamente no soy el más especializado en lo que puede ser las publicaciones científicas, pero sí el sentido común de que como la investigación en la agricultura familiar es muy pequeña en relación al resto de la investigación, eso también de alguna manera se ve luego reflejado en lo que son las publicaciones. Pero además, es muy difícil tener una publicación de un trabajo en agricultura familiar cuando de repente el trabajo lo que realmente demuestra es que muchas veces con un buen manejo, con buena información, volviendo a los conocimientos ancestrales o anteriores de nuestro antepasado, funciona mejor que las tecnologías nuevas. O sea, es muy difícil también, va en contra de la corriente, va en contra de la línea. Acá, por ejemplo, en Uruguay, que nosotros hemos trabajado mucho con el Instituto de Investigaciones, con agricultura familiar, en un proyecto con Nueva Zelanda, se trabajó sobre indicadores de impacto en ganadería familiar, y lo que se desarrolló fue toda una técnica de indicadores de impacto diferentes, donde se incorporaron los indicadores sociales, que las otras investigaciones no lo tienen. Y eso es un trabajo muy, muy interesante, y creo que hasta eso se pudo publicar. Pero quiero decir que sí, comparto que es muy difícil, y además hay poco estímulo para que los investigadores que trabajan con agricultores familiares puedan llegar a tener su publicación. Nada más. Ok, est-ce que du côté de Stéphanie ou de Karim, il y a encore d'autres questions? Je veux bien rajouter un petit mot par rapport à ça. Je pense qu'il y a beaucoup qui a été couvert, mais juste pour dire qu'on constate quand même depuis une trentaine d'années une ouverture de plus en plus grande au fonds privé dans la recherche à tous les niveaux, et donc que ça influence aussi. Moi, je ne connais pas non plus très bien comment fonctionne, quel est le business model des revues de publication scientifique, mais de ce que j'ai pu lire sur le secteur, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait aussi de nombreux financements privés qui participent et donc qui influencent de facto aussi les choix. Merci François. Je passe la parole à Karim ou à Stéphanie. Oui. Un témoignage de Yann Loïc du Gabon qui nous dit « Dans mon pays, nous attendons le moment où l'État lancera une industrialisation globale de l'agriculture. Nous nous sommes constitués en organisation communautaire pour préserver les mécanismes et les techniques de production empiriques et agroécologiques, mais nous manquons de financement.
Donc, je me permets peut-être de tourner ce témoignage en question pour peut-être Sanou ou Fernando. Est-ce que le financement pour soutenir la production, la capitalisation, le partage de savoir agroécologique est particulièrement difficile dans les pays du Sud? Et si oui, comment pouvons-nous l'expliquer? Sanou, Fernando. Oui, bon, Sanou, moi je peux... Effectivement, c'est là où il y a le boulot d'étranglement par rapport au partage des savoirs locaux, c'est le financement. Parce que il n'y a pas une volonté politique avec des financements pour soutenir la diffusion des savoirs locaux. C'est pourquoi les savoirs modernes, quand elles viennent rapidement, elles essaient d'influencer, mais il y a quand même une résistance. Donc, les paysans aussi, il faut reconnaître que les paysans, comme beaucoup le disent, ce sont des chercheurs. Et quand on vient avec une nouvelle approche, avec de nouvelles semences, ils ne prennent pas ça du coup comme ça, ils prennent un peu du temps avant de s'adapter. Mais il faut reconnaître que ces 10 dernières années, par rapport aux pesticides et aux herbicides, vraiment, au niveau de mon pays, c'est-à-dire le Burkina, c'est en train de créer sérieusement des dégâts. Parce que, bon, avec les herbicides, c'est plus facile, vous pompez sur les herbes, et puis bon, l'herbe meurt, etc. Et puis, vous partez, vous sémez au lieu de vous courber avec la daba pour cultiver. Pourtant, ça contribue à la dégradation des sols. Les pesticides aussi, et les pesticides, ça a eu du succès avec la culture de rente. Et notamment dans mon pays, c'est le coton. Parce que c'est à travers le coton qu'on a eu les premières, les pesticides, les intrants chimiques. Après, on prend ça pour utiliser sur le céréal, etc., etc. Et bon, l'utilisation est mal faite. L'État est en train de se battre actuellement parce que on a vécu des scènes catastrophiques où ça a tué pratiquement des familles entières. Par exemple, on part sur les cultures maraîchères. Le monsieur il pulvérise ça avec son pesticide. Le lendemain ou je ne sais pas dans l'après-midi, il vend ses feuilles de salade ou de haricots. La famille consomme et voilà la catastrophe. On a eu des familles entières qui ont été décimées par les pesticides. Donc de plus en plus, l'État parle de pesticides homologués. Mais comme les frontières sont poreuses en Afrique, il y a toutes sortes de contrebandes, de contrefaçons de pesticides qui rentrent au niveau du pays. Donc, bon, ce qu'il dit est pertinent, mais il faut que les paysans eux-mêmes soient sensibilisés par rapport aux méfaits de cette agro-industrie qui contribue beaucoup à, moi, en tout cas, je pense à détruire plus qu'à construire. Voilà. Merci. Merci Issouf. Peut-être Fernando, que vous inspire ce témoignage de Issouf? Est-ce qu'on a une situation, un contexte différent en Uruguay? Claro que en el tema de los conocimientos, para nosotros es importante que muchas veces hay toda una revalorización de alguna manera que tenemos que defender de los conocimientos de los agricultores, pero también somos conscientes que es necesario innovación. Lo que sí nos parece que hay que tener con el aporte de la investigación, de la academia, sistematizar esos conocimientos para que tengan también un respaldo científico de lo que estamos haciendo, porque es la manera que podemos empezar a vencer barreras cuando se da la discusión en las políticas de investigación. Entonces, no solamente es el conocimiento verbal que pasa de generación en generación, sino también que se pueda demostrar que esos conocimientos, que esas prácticas funcionan, que tienen impacto y que son medibles. Y creemos que eso es la mejor forma para poder
defender y sobre todo hacia adelante lo que es el conocimiento de los agricultores. No es sencillo, mucho menos sencillo es conseguir los recursos para el financiamiento de la investigación, pero para esto también es necesario que la organización, o sea, cuanto más podamos tener una organización de agricultores fortalecida y formada y representativa, va a ser más posible que se pueda hacer incidencia política, que se pueda hacer incidencia en la política pública, en la de investigación y en las otras, y que de alguna manera se pueda después concretar en la realidad recursos y apoyos para el sector de nuestra agricultura familiar. Merci Fernando. Karim, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon moi j'aurais peut-être une question pour Charlotte, ou sinon est-ce qu'il y a d'autres questions avant? On en a encore quelques-unes, ouais. Oui. Je vais peut-être rebondir sur l'intervention de Fernando, puisqu'on a une question de Sarah, justement, qui a trait à la mise en place de cet institut public de recherche dont a parlé Fernando, qui est une expérience très intéressante. Et Sarah demande comment s'est construite cette gouvernance partagée avec les paysans, les paysannes et les organisations paysannes. Quelles ont été les grandes étapes et les difficultés de cette mise en place? C'est pour Fernando. Bueno, gracias. Bueno, lo primero que Uruguay es un pequeño país, entonces hay veces que las cosas pueden ser de alguna manera más fácil de empezar a instrumentar. Uruguay tenía investigación de hace más de 100 años, pero dependía del Ministerio de Agricultura y con las discusiones que habían siempre cuando se discutían los presupuestos para investigación, como cualquier país que el Ministerio de Economía siempre prioriza otros sectores antes que el agrícola. Pero a fines de la década del 80, cerca de 88, 89, se empezó a pensar en un modelo de investigación diferente, con una institucionalidad diferente, y donde los productores fueran parte y protagonistas de esta investigación. Entonces, el Uruguay es un instituto público que está creado por ley, que se rige por el derecho privado, pero el instituto es público y está financiado por ley por un aporte de un impuesto a la primera venta de los productos que hacen los agricultores, tiene un gravamen, una pequeña tasa, y la propia ley mandata al gobierno, al Estado, a poner por lo menos otra mitad para su financiamiento. Eso es cómo se nutre del financiamiento el Instituto de Investigación en Uruguay. El Instituto de Investigaciones, porque luego la universidad también hace investigación, esa es otra parte. Y en la propia ley establece que el directorio, la junta directiva, estará compuesta por 2 delegados del Poder Ejecutivo, o sea, 2 delegados del gobierno, y 2 representantes de las organizaciones de agricultores. En el caso, y ahí esos 2 delegados de los agricultores, que también tienen sus suplentes, sus alternos correspondientes, están representados entre 5 organizaciones. Nosotros participamos en una de las 2 delegaciones. Nuestro delegado actualmente es el titular, el titular de la Junta Directiva, y ahí tenemos un proceso de rotación. Pero esa es una ley. Lamentablemente, durante este año pasado ha habido una gran discusión en el Parlamento uruguayo porque por los recortes presupuestales el gobierno modificó la ley en cuanto a cuál era el aporte del Estado, le cambió algunas palabras y ahora el aporte del Estado es un poco menos, pero ese es el modelo. Y también tiene, por ejemplo, en el caso de Uruguay, tiene 5 estaciones de investigación distribuidas en el país, y también la misma ley dice que en cada centro de investigación
se llama CAR, Consejo Asesor Regional, donde las organizaciones y los agricultores a nivel de las regiones, a nivel local, también participan en esos consejos asesores en cada uno de los centros de investigación a nivel regional. Por lo tanto, tiene una forma que se dio por ley, que se aprobó por unanimidad en el Congreso del Uruguay y que hasta ahora siempre ha sido valorada y reconocida, aunque nosotros como agricultores familiares siempre nos ha costado mucho más que a otras organizaciones incidir en la agenda. Eso pasa siempre. Pero bueno, esa es la manera y la forma que tiene nuestro instituto de investigación. Ok, merci Fernando. Karim? Oui, j'ai une question pour Charlotte de la part de Bruno. Pendant la présentation, à vous écouter, on a un peu l'impression que le soutien à l'agroécologie est totalement incompatible avec le développement de secteurs comme le maraîchage tourné vers l'exportation, qui pourtant offre des opportunités de développement économique. Alors pourquoi serait-ce incompatible avec le soutien à l'agroécologie? Alors, merci pour votre remarque. Et, je suis tout à fait d'accord que la création d'opportunités économiques et la création de modèles économiques viables sont clés pour un déploiement de l'agroécologie. Je pense que le problème que j'ai essayé de souligner, c'était la concentration quasi unique des efforts vers des chaînes de valeur globales tournées vers l'exportation, aux dépens des systèmes alimentaires locaux. Lorsqu'on a une hyper spécialisation de certains systèmes alimentaires vers ces cultures de rente, ce qu'on voit de l'expérience de nombreux pays, c'est que d'une part, ça rend les petits exploitants extrêmement vulnérables aux chocs, qu'ils soient économiques ou des chocs environnementaux, s'il y a des ravageurs qui arrivent ou autres. Et d'autre part, lorsqu'on regarde aussi ces chaînes de valeur avec des intermédiaires de plus en plus complexes et qui se multiplient, quand on regarde la distribution des bénéfices, les exploitants sont souvent les derniers dans les marges qui se font. Par contre, je suis complètement d'accord qu'il y a certains systèmes mixtes qui permettent une diversification des revenus entre l'exportation, entre les marchés locaux, entre d'autres types de marchés éventuellement régionaux. Mais que d'une part, je pense qu'on est tous d'accord que l'agroécologie, d'une part, promeut une connexion plus directe entre consommateurs et producteurs. Donc, des chaînes d'export, oui, si on réduit les intermédiaires et on permet que les bénéfices, la marge par les agriculteurs augmente. Et si on a quand même une vision plus globale de ces marchés locaux qui aussi bénéficieraient de produits plus sains, produits localement, qui ne détruisent pas l'environnement local et autres. Donc, voilà, je ne suis pas contre l'exportation en soi, mais juste sur la concentration unique des efforts pour ces chaînes de valeur globale. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent répondre à cette question qui avait été adressée à Charlotte au départ? Issouf a levé la main. Je ne sais pas si c'est... Quelqu'un a levé la main? J'ai pas... Oui, Issouf. Issouf. Issouf, on t'écoute. Ton micro est coupé, Issouf. Si tu parles, ton micro est coupé. Non, Issouf, on t'entend. Oui, ça va maintenant. Ça va, vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. On vous entend. Oui, ok. Non, je pense que Charlotte a soulevé le problème avec la venue de la pandémie, la COVID-19, où en 2020, il y avait toutes les restrictions qui a permis de développer beaucoup plus les marchés locaux quand même. Et on ne peut pas dire que forcément les cultures maraîchères sont orientées vers l'exportation. La problématique au niveau des cultures maraîchères, c'est beaucoup plus la semence. Parce que c'est difficile au niveau du Burkina, par exemple, d'avoir en dehors
de produits comme l'oseille, le gombo et autres. Le reste, c'est difficile d'avoir la semence sur place. Par exemple, les laitues, la salade, les choux, les carottes. Ça vient de l'extérieur. Et là, effectivement, il y a un problème qui se pose par rapport à ça. Mais de plus en plus, les chercheurs travaillent. C'est pourquoi il faut toujours travailler avec les chercheurs à mettre quand même en place des semences, même si le rendement n'est pas aussi élevé, que ce soit au niveau des oignons, je vois au niveau de d'autres produits maraîchers. Mais il faut reconnaître qu'avec la Covid, de plus en plus, les produits maraîchers sont consommés un peu sur place. En tout cas, c'est au niveau du Burkina. Bon, peut-être qu'on exporte un peu de tout, mais je ne crois pas. La majorité est consommée dans les villes. Mais le problème se pose au niveau de l'utilisation des pesticides, parce que on l'utilise de manière très, très abusive. C'est ça. Okay. Merci. Merci Souf. Il nous reste 7 minutes pour le débat. Karim, est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce que je peux poser ma question à Charlotte? On a encore 2 questions en français et une question en espagnol. Si jamais. Stéphanie, je te laisse la parole peut-être pour la question en espagnol pour changer un peu. Ok. Donc, c'est une question, je ne sais pas si la fait en espagnol, bon, je vais continuer en espagnol comme ça change. Es una pregunta de Nicolás Vitali sobre la falta de acceso al crédito por falta de garantías suficientes por parte de los pequeños agricultores para que puedan desarrollar de forma independiente sus saberes y nuevos conocimientos, sobre todo en temas de agroecología. Entonces, pregunta sobre cómo hacer que la agenda política ayude al sistema a crear acceso al crédito para los pequeños agricultores. Entonces, cómo influir en la agenda política o cómo participar en esta agenda política para ese acceso al crédito. Fernando, peut-être, je ne sais pas qui désire répondre. Perdón, es que no se escuchó lo que habló Stephanie. Pues vuelvo rápidamente. Porque o sea, no salió en la traducción, pero capaz que yo tenga que haber puesto algo distinto acá. Vale. ¿Me oyes, Fernando? Sí, ¿no? Entonces, la pregunta es de Nicolás Vitali, es sobre la falta de acceso al crédito por falta de garantía suficiente por parte de los pequeños agricultores, para que puedan desarrollar de forma independiente sus saberes y nuevos conocimientos, sobre todo en temas de agroecología. Y su pregunta es, ¿cómo hacer que la agenda política ayude al sistema a crear acceso al crédito para los pequeños agricultores, ¿no? ¿Cómo influye en la agenda política, cómo se participa para que ayude a crear acceso al crédito para los agricultores y agricultoras familiares y pequeños productores? Una pregunta bastante importante, pero que no tiene, no sé, una respuesta única. O sí, cuando nosotros, incluso cuando hablamos de la agricultura familiar y de las políticas hacia la agricultura familiar, siempre hablamos de que que tiene que ser un conjunto de políticas, ¿no? No integrales, le decimos nosotros. Si no hay acceso a la tierra, es muy difícil. Si no hay investigación, es muy difícil. Si no hay acceso a la investigación, es muy difícil. Si no hay acceso a la comercialización, es muy difícil. Entonces, el financiamiento es una de las claves para el desarrollo de la agricultura familiar. En general, todos los modelos que existen por acá tienen primero una limitante de la formalidad de la agricultura familiar en cuanto a ser sujetos de crédito por parte del sistema financiero. Eso es muy difícil. Hay algunas experiencias alternativas que funcionan, pero para pequeñísimas inversiones. Acá, por ejemplo, en el Uruguay, con un fondo del FIDA, existe que se llama el microcrédito,
que lo administra el Ministerio de Agricultura, pero donde hay comités de microcrédito en cada localidad, donde ahí participan los delegados de las organizaciones del mismo, que es una experiencia muy interesante, que hace varios años que se está ejecutando y que tiene un muy buen retorno, una muy baja morosidad, y le ha posibilitado a mucha gente que no tenía ningún respaldo ni garantía acceder a pequeños créditos. ¿Esa es una solución? No, eso es una ayuda. Sí, a nivel de la reunión especializada de agricultura del Mercosur, que se realizó en estos días, se incluyó el tema de las políticas de financiamiento a nivel del Mercosur para la agricultura familiar, estoy hablando. Y bueno, y es un tema que algunos países acá de la región tienen algunos programas interesantes, pero que creemos que, por ejemplo, la creación de los fondos de garantía, y institutos especializados en financiamiento a la agricultura familiar. El caso de Brasil tiene una experiencia muy interesante del crédito cooperativo a la agricultura familiar y funciona muy bien. Pero también tiene que haber algún marco normativo a nivel de los países que permitan que estas instituciones financieras puedan funcionar sin tener que tener todos los controles o todas las exigencias que tiene la banca privada o la banca nacional. No sé si respondí, pero bueno. Gracias. Merci Fernando. Issouf, je ne sais pas si vous répondez à cette question sur les crédits et le financement, mais il te reste 1 minute parce que selon le timing, ou est-ce que je passe la parole? Oui, Issouf. Oui, bon, par rapport au financement, je pense qu'ils ont dit l'essentiel. Effectivement, ce n'est pas adapté aux petits producteurs et en plus de ça, Fernando l'a dit, on est dit de ces garanties que, bon, le petit producteur n'en a pas. Et bon, c'est compliqué, c'est encore des firmes, des sociétés qui viennent, bon, le mettre dans un crédit où ils doivent produire et les vendre à la firme pour pouvoir avoir un peu de sous. Donc, ça fait que jusqu'à présent, en tout cas, le problème du financement de l'agriculture familiale se pose toujours. Voilà, merci. Merci Issouf. Bon, ben, il est déjà 45, donc on va, à moins que d'autres personnes lèvent la main et veulent encore répondre aux questions, moi je dois passer au mot de conclusion. Je peux y aller? Oui. Donc, sans plus tarder, je voudrais passer le mot à David Gabriel, coordinateur des partenariats Sud chez Autre Terre. David, es-tu là? Et je te laisse dire quelques mots, notamment sur les processus de co-création en agriculture familiale et en agroécologie. David? Tout à fait, merci Pierre. Merci à tous pour vos présentations tout à fait riches. Et donc, c'est vrai, je vais repasser en quelques mots sur ce qui a été dit jusqu'ici et je m'émanciperai d'ailleurs un petit peu de ces présentations-là pour toucher un mot de ce qu'a pu nous dire aussi Julie Hermès, qui apparaît également dans le baromètre des agricultures familiales. Et donc, François nous rappelle que les connaissances sont multiples, que ce soit au niveau de la production, mais aussi en amont, au niveau des semences, des intrants et en aval, au niveau de la transformation, et que contrairement à ce qu'on peut croire, eh bien, ces savoirs scientifiques ne sont jamais vraiment neutres. Et donc, Fernando et Issouf nous rappellent que ces savoirs viennent aussi en grande partie des producteurs. Et donc, comment faire pour que ces savoirs soient au service des agricultures familiales? Une réponse importante, c'est en effet celle de la co-création des savoirs via des recherches participatives. Selon Fernando, cela apportera de l'innovation pour une augmentation des volumes, mais pas seulement, aussi pour une augmentation du bien-être. J'espère que je ne vais pas trop vite pour les traducteurs. Alors, évidemment, un élément important, c'est la capitalisation et va ajouter Julie Hermès les outils pratiques diversifiés, comme par exemple les outils qu'on peut trouver au terme de différentes recherches lorsqu'elles sont menées avec des gens d'expertise différentes. Elle nous parlait concrètement de la boussole de viabilité pour les petits producteurs, mais aussi une méthode d'analyse de groupe qui permettait de réfléchir en groupe de producteurs et de rompre l'isolement de certains travailleurs de ce secteur. Alors, Issouf nous rappelle aussi que les chercheurs ils doivent s'adapter aux critères des paysans et à leur temporalité. La temporalité
des chercheurs et des paysans n'est pas la même. Et donc, il faut qu'il puisse y avoir des facilitateurs. Ça, c'est ce que Julie nous rappelle dans son article, des facilitateurs entre les producteurs et les chercheurs pour qu'ils puissent trouver des moments de rencontre qui sont très riches, évidemment, à la recherche. Et ce rôle de facilitateur, de coordinateur, va permettre de faire se rencontrer les paysans et les chercheurs, donc de créer ces alliances dont nous avons également parlé lors des différentes présentations. Alors, sachez aussi que les petits centres de recherche, ils sont demandeurs de ce type de recherche sur l'agroécologie, sur l'agriculture familiale. Et donc, il faut pouvoir les interpeller. Et donc, ces différentes expertises qu'ils vont pouvoir amener au service de la recherche, à savoir que quand un anthropologue, un sociologue, un agronome, un économiste se mettent ensemble, eh bien, ils peuvent aussi avoir différents types de délivrables qui sont propres à leur expertise diversifiée. Alors, donc faire des alliances, mais bon, évidemment aussi l'importance de pouvoir embarquer avec nous les grands centres de recherche. On voit bien que, un peu comme les agriculteurs conventionnels ne doivent pas être oubliés par cette transition agroécologique, eh bien, les grands centres de recherche sont aussi vraiment nécessaires pour la recherche en agriculture familiale, en agriculture en agroécologie. Et donc, il faut pouvoir les interpeller, il faut pouvoir faire du lobby pour qu'ils puissent aussi se saisir de ces questions-là, parce qu'ils permettront d'avoir de plus grandes capacités financières pour faire ces recherches et une large diffusion des résultats, car nous sommes encore, nous, marginaux au niveau de l'agriculture familiale. Voilà ce que je pouvais amener par rapport à ces premiers éléments de définition et avant de laisser la parole à mon collègue Benoît. Merci pour votre écoute. Benoît de SOS Fin, responsable information et plaidoyer. Benoît, est-ce que tu es encore parmi nous? Et quelques mots de conclusion peut-être aussi sur ce que le sujet du jour nous a appris sur les rapports de force qui existent. Benoît? Oui, merci beaucoup Pierre, merci beaucoup à tous. D'abord, peut-être dire un mot et dire à quel point c'est un plaisir pour nous, SOS Fin, et pour l'ensemble des organisateurs du baromètre, Île de Paix, Outre-Terre et le Fonds Nouvelle Mondial, de vous avoir accueillis pendant ces 2 heures pour parler du contenu du baromètre. Je pense que la richesse des échanges dont vient de parler David témoigne de l'importance du sujet. Il faut savoir comment choisir le thème de ce baromètre. Il y avait une hypothèse quelque part, bon, évidemment déjà parcourue par ailleurs, mais qui était de dire que vouloir se pencher sur l'état des agricultures familiales et de la transition qu'elles appellent devait passer par la question des savoirs, que la question du savoir était au cœur de cet enjeu de transition. Et je pense que tant le contenu du baromètre que les échanges d'aujourd'hui nous l'ont indiqué. Et donc, ce qui me marque, et voilà, il y a déjà eu 2 heures d'échange et David vient de faire plusieurs conclusions, je ne vais pas répéter ça, mais ce qui me marque en écoutant ce qui a été dit par chacun, c'est à quel point la question du rapport de force est au cœur de la production des savoirs. Ça paraît évident, mais c'est bon de se le rappeler. La transition agroécologique est une dynamique de changement social, dynamique de changement d'un rapport de force entre les agriculteurs familiaux qui continuent à nourrir l'essentiel de la planète et un système agricole dominant qu'on a assez décrit aujourd'hui. Et donc, pour poser des questions simplement, peut-être en commençant le webinaire, je me disais les questions fondamentales, c'est qui est-ce qui produit le savoir, sur quoi est-ce qu'on essaye de produire du savoir et comment on le fait. Et à l'issue du webinaire, il y a en fait un niveau supérieur de questionnement qui m'a l'air intéressant, c'est qui décide de qui produit le savoir, qui décide de comment est-ce qu'on le produit, qui décide de sur quoi est-ce qu'on va travailler. Et puis François a notamment abordé la question de la diffusion, voire de la certification du savoir. Et donc, ce sont des questions qui sont pour moi essentielles et qui sont, on l'a vu en septembre à l'occasion du sommet de Nations Unies sur le système alimentaire, ce sont des questions fondamentales qui touchent à la question de la gouvernance des systèmes alimentaires. Et pour ça, j'ai une image probablement imparfaite et caricaturale qui me vient en tête, mais qui essaie de dire que le HLPE, donc le comité d'experts associé au niveau du CFS de la FAO, reconnaît assez fortement la place et l'importance de l'agroécologie. Et un des éléments clés, c'est évidemment les mécanismes de gouvernance très participatifs à ce niveau-là de la gouvernance du système alimentaire. Par ailleurs, on a entendu, avec les expériences de Fernando et de Issouf notamment, des dynamiques très locales qui visent à construire et à produire des évidences sur la pertinence de l'agroécologie.
Et donc, le point commun entre ces deux niveaux, quelque part, de production de savoir où on certifie l'importance de l'agroécologie, c'est quand même des mécanismes de gouvernance qui régulent les rapports de force entre les acteurs. Ce qui a l'air manquant à d'autres niveaux, on l'a assez souligné avec l'importance du secteur privé, voire des fondations dans la production de savoir. Et puis alors peut-être pour terminer et pour conclure, avant de se donner rendez-vous pour l'an prochain, peut-être avec un nouveau baromètre, plusieurs d'entre vous ont parlé de la dépendance au sentier, de l'importance du système dominant dans notre façon de concevoir aussi le progrès, etc. Et donc, je pense que l'enjeu est aussi de se décoloniser nous-mêmes et de décoloniser nos imaginaires par rapport à la question du progrès en matière d'agriculture et de système alimentaire, qu'on n'est pas à l'abri parfois nous-mêmes de raccourcis. Et donc, voilà, une invitation à un contenu à décoloniser nos imaginaires à ce niveau-là. Et ça passe aussi, et c'était ce qui était intéressant notamment dans l'intervention de Charlotte, c'est de dire ben, les flux financiers sont aussi, de la recherche sont aussi profondément inéquitables entre Nord et Sud. Et donc, réfléchir à décoloniser la production de savoir passe aussi par rééquilibrer les financements entre les instituts de recherche basés notamment en Afrique par rapport à ceux en Europe. Et je dois reconnaître qu'on est encore probablement beaucoup d'Européens à avoir pris la parole aujourd'hui. C'était intéressant à ce titre-là d'avoir et Fernando et Issouf autour de la table. Voilà, je m'arrête là, certainement imparfait par rapport à la richesse de ce qui a été dit aujourd'hui. Et Dom, effectivement, merci de souligner, je vois le mot homme apparaître dans le chat. Et j'espère que l'an prochain, on pourra, avec l'équipe du baromètre, trouver un thème qui est aussi central dans les enjeux de transition. Et donc, je m'arrête là pour ne pas prendre la parole plus longtemps. Pierre, je te laisse conclure formellement cet après-midi. Avant ça, un petit détail technique, peut-être que je vais passer la parole à Karim ou à Stéphanie, car j'ai des questions qui me tombent sur les possibilités de partager les présentations avec nos auditeurs et auditrices d'aujourd'hui. Karim, Stéphanie, comment cela se passe? Je peux vous indiquer que le webinaire a été enregistré, pour rappel, et qu'il sera du coup prochainement publié via les réseaux sociaux du baromètre des agricultures familiales, dont vous pouvez retrouver les liens dans le chat. En effet, donc le baromètre des agricultures familiales a un site propre. On vous envoie les liens. En googlisant baromètre des agricultures familiales, vous trouverez cette publication facilement. Elle est en ligne. À signaler également qu'elle vient d'être traduite en anglais et qu'une traduction espagnole va suivre dès qu'elle sera prête. On fait des efforts pour aller le plus vite possible. Que me reste-t-il à vous dire, sinon à vous remercier au nom de Île de Paix, de Haute-Terre, de SOS Fin et du Forum Rural Mondial. Nous sommes bien dans les temps, nous avons même 5 minutes d'avance. Donc si un autre collègue a envie d'encore dire un mot, je lui laisse la place. Sinon, pour ma part, je vous remercie beaucoup. Plus d'autres interventions? Non, ça va. Eh bien, merci beaucoup. À l'an prochain, j'espère, pour un autre webinaire sur une autre thématique du baromètre dont nous allons choisir l'angle entre nous très bientôt. Merci à tous.